Bonjour les terminales, donc j'espère que vous allez bien. Voici la suite du chapitre qui concerne les grandes évolutions économiques et politiques des années 1970-1980, toujours le thème 3. Donc là on va voir maintenant la chute des dictatures en Espagne, au Portugal et en Grèce. Moi je vais surtout traiter des deux premiers cas. Pour vous, il faut savoir parler d'un de ces trois pays, d'accord? Moi j'en traite deux, vous en retenez un, ok? Alors, je commence par l'Espagne. L'Espagne, l'homme clé de la transition, c'est Juan Carlos, hein, le roi Juan Carlos. Alors, je vous fais un petit historique à l'aide de cette prise du temps. Dans les années 1930, il y a une guerre civile très violente en Espagne qui oppose donc les nationalistes, dirigés par le général Franco, et les républicains. Une guerre violente dans laquelle, vous savez, il y a le bombardement de Guernica, dans lequel participent les avions d'Hitler, qui a donné lieu à un tableau célèbre de Picasso. D'accord? Donc en 1939, les nationalistes et les militaires gagnent la guerre d'Espagne et Franco devient un dictateur. Il fonde un régime donc fasciste en Espagne avec une police politique, de la censure, des camps pour les prisonniers politiques et les opposants. Voilà, je vous renvoie au chapitre sur le totalitarisme, hein. D'accord? Et du coup, Franco reste à la tête de l'Espagne pendant très longtemps, les années 50, 60, 70. Et peu de temps avant sa mort, il nomme donc Juan Carlos, qui est à l'époque prince, il nommait prince d'Espagne et il devient en fait son successeur. En 1975, lorsque Franco mort, le successeur, celui qui est proclamé roi, c'est Juan Carlos. Ok? Et là, toute la question, ça va être de savoir est-ce que Juan Carlos va maintenir le franquisme et la dictature, ou est-ce qu'il va voilà, faire des réformes dans le sens de la démocratie. Alors, Juan Carlos est hésitant, mais il va bien savoir s'entourer, notamment d'un homme qui s'appelle Adolfo Suarez, hein, pas confondre avec le joueur de foot. Et Suarez donc va progressivement faire des réformes qui conduisent en 1978 à une constitution démocratique et libérale. Ça y est, l'Espagne prend le virage de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la liberté de la presse, tout ça. Bon, en 1980, il y a deux, trois militaires conservateurs qui tentent un coup d'État, mais c'est un échec, hein. De toute façon, la population ne les suit pas. Et du coup, en 1986, hein, étant devenu enfin une république, une monarchie parlementaire pour être précis, et ben l'Espagne rentre dans l'Union européenne en tant que nouvelle démocratie. D'accord? Donc l'Espagne, c'est un cas célèbre de, voilà, de ces dictatures qui chutent en Europe dans les années 1970-1980. Deuxième cas, le Portugal. Alors je vous conseille de voir cette vidéo sur YouTube, là, suivre le lien. Je remettrai ce lien dans le descriptif de ma vidéo. Moi, je ne l'ai pas incrusté dans mon travail par souci de droit d'auteur, en fait, hein, de copyright. Bon, je vous explique quand même, pour le Portugal, le dictateur s'appelle Salazar. Il est mort en 1970. Il a donc un successeur qui s'appelle Caetano. Le Portugal, il y a un petit, voilà, le régime est contesté d'un peu de tous les côtés à cause de guerres de décolonisation, à cause de la pauvreté aussi, des excès de la religion, tout ça. Et il va y avoir un coup d'État des militaires progressistes qu'on appelle le MFA, Mouvement des Forces Armées, dirigé par le leader Spinola. Donc ils font un coup d'État militaire, donc ça c'est en 1974. La population les soutient, elle descend dans les rues et une femme jette des œillets aux militaires, ne pouvant leur donner de la nourriture. Ils les mettent ces fleurs sur leur fusil en signe de non-violence, hein, de révolution pacifiste. Et peu de temps après, on a une constitution démocratique en 1976. D'accord? Alors, vous pouvez vous appuyer sur ces mots pour faire vos notes, hein, et bien recopier tout ça sur votre cahier. Sinon, je vous laisse faire sur Internet les recherches qu'il vous faut si vous voulez des détails ou des précisions supplémentaires. En tout cas, votre cahier doit être rempli. Ensuite, je passe au grand 2, donc plutôt cette fois la décennie des années 1980,
qui est la suite logique du choc de 1973, d'accord, de ce qu'on a vu apparaître dans les années 70. Et on nous demande de nous intéresser à deux hommes, le président américain Ronald Reagan et le leader chinois Deng Xiaoping. Alors vous allez me dire quel point commun il y a entre les États-Unis et la Chine. Le point commun, c'est un nouveau capitalisme, un capitalisme néolibéral dans les deux cas, d'accord? Alors, je vais rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même des différences entre ces deux hommes. Donc Ronald Reagan, il va gagner donc les élections en 1980. Il va succéder au président démocrate, il s'appelle Jimmy Carter. Et Ronald Reagan, donc, il est dans le camp des républicains. Les républicains, c'est plutôt à droite, côté des États-Unis, tandis que les démocrates, c'est plutôt le centre. D'accord? Si on prend la grille de lecture française. Et là, je vous ai mis un texte, une sorte de discours qu'il a fait donc en 1980, une fois qu'il était au pouvoir. Je vous laisse quelques secondes pour lire le document. Voilà, j'enchaîne. Alors déjà, Ronald Reagan, il fait un constat de crise, un constat de problème. Il dit le tableau que je viens de vous brosser est sombre. En effet, juste avant, il liste tous les points négatifs qui frappent, tous les problèmes qui frappent les USA. Le chômage, l'inflation, c'est-à-dire la très forte hausse des prix, la dette publique qui fait que l'État s'endette, s'affaiblit, et il fait un constat négatif. Et là, il indique après son objectif et sa solution, la solution qu'il entrevoit. Sa solution, c'est de reconstruire une économie de marché, de remettre en place l'économie, de faire une économie de marché. On parle de néolibéralisme. Libéralisme, c'est pour dire de libérer l'économie. Libérer l'entreprise et les économies de quoi? De l'influence de l'État, en fait. Et il le dit juste en haut. Il veut baisser les dépenses publiques, les dépenses de l'État, baisser les impôts que le gouvernement met en place, que ce soit sur les citoyens ou sur les entreprises. Il veut baisser les réglementations qu'il juge inutiles pour réinstaurer la libre entreprise. D'accord? Donc Ronald Reagan, il s'oppose vraiment à ce qu'a fait par exemple Roosevelt, le New Deal. C'est l'opposé du New Deal qu'on a déjà vu en début d'année. C'est l'opposé d'un courant économique qu'on a déjà vu qui s'appelle le keynésianisme. Keynésianisme de John Maynard Keynes, que je vous avais déjà parlé en début d'année. Donc là, l'idée, c'est, on s'oppose à l'État, on limite l'action de l'État, et à l'inverse, on défend la libre entreprise, on libère le marché, plus de taxes, plus de réglementation, on libère le marché pour que les entreprises puissent redémarrer. C'est un petit peu l'idée, d'accord ? Donc retenez bien, keynésianisme, c'est l'action de l'État qui est là pour rééquilibrer l'économie. Néolibéralisme, c'est on refoule l'État de manière à restaurer la libre entreprise. D'accord ? Et puis, keynésianisme aussi des politiques plus sociales de redistribution, alors que le libéralisme, on supprime tout ça. Alors, je parlais de politique sociale, sur ce coup-là, Reagan, il en parle dans son allocution, voilà, j'y arrive, à la radio et la télévision. Il dit qu'il y aura toujours un petit filet de sécurité, mais il tranche dans le vif. Le gouvernement ne continuera pas à subventionner des individus dont les besoins ne se font pas dûment établis, d'accord, dont le besoin ne se fait pas sentir. Ça veut dire que les pauvres, les chômeurs, les personnes en difficulté, on va les aider un petit peu, mais pas beaucoup. Encore une fois, l'objectif, c'est de baisser les dépenses publiques, d'accord, de limiter les interventions de l'État dans l'économie et dans le social. Donc Ronald Reagan, champion du néolibéralisme, président important des États-Unis, de la guerre froide également, ancien acteur de cinéma au passage, il faut noter, et puis qui aura un grand allié en la personne de Margaret Thatcher, le Premier ministre ou la Premier ministre
de l'Angleterre à cette époque, qui est elle aussi du courant néolibéral. D'accord ? Alors maintenant, voyons Deng Xiaoping. Alors là aussi, je vous ai mis une petite vidéo qui peut vous aider à comprendre son action, mais je vais quand même expliquer ce qu'il a fait maintenant. Alors, Deng Xiaoping, il a modernisé la Chine, engagé des réformes économiques très importantes que mon schéma va vous expliquer. Donc, entre la Chine et les pays développés, donc Deng Xiaoping va créer sur le littoral, au niveau des ports comme Shanghai, Shenzhen, Tianjin, tout ça, des ZES, zones économiques spéciales. Donc, dans ces portions du littoral, de la côte, il y a donc des espaces où il y a très très peu de taxes, notamment de taxes sur les entreprises, où les salaires sont très bas, où il y a moins de réglementation, hein, pas de règles sur le temps de travail, sur les congés payés, tout ça, et puis interdiction formelle des grèves ou des syndicats ouvriers. Donc il crée des conditions dans ces ZES, des conditions qui sont très favorables pour les entreprises qui souhaitent produire et faire fabriquer leurs objets. Du coup, les pays développés vont investir en Chine dans les ZES qui sont si attractives. Ils vont délocaliser là-bas leurs usines, qui vont employer des salariés chinois. Ils vont mettre de l'argent, des IDE dans ces ZES. Et du coup, la Chine va voir son chômage diminuer, et puis petit à petit, la Chine va copier les savoir-faire des Occidentaux et prendre leur place. C'est-à-dire qu'une fois que les salariés ont travaillé pour les Occidentaux, après ils se mettent à leur compte et il y a des entreprises chinoises qui se mettent à produire la même chose. Et il y a une sorte de remontée de filière. Au départ, les Chinois vont fabriquer des jouets, vont fabriquer de l'acier, vont fabriquer des t-shirts, donc des produits très simples. Puis progressivement, ils vont faire des produits élaborés, des produits manufacturés beaucoup plus complexes. D'accord ? Donc, ce processus, il a été engagé par Deng Xiaoping. Là, je vous ai mis donc un texte qui est extrait d'un de ses discours, là aussi un peu comme pour Reagan, où il dit clairement ses objectifs. Donc voilà, je vous laisse lire un peu en diagonale. Donc l'introduction est assez claire. Il faut accroître les forces productives, donc accroître la production, accroître nos richesses, devenir un pays prospère, parce qu'en gros, c'est bien beau d'être communiste, mais si on est pauvre, ça sert à rien. Hein. Si on n'améliore pas les conditions de vie de notre population, notre évolution reste un vain mot. Donc en gros, si on veut rester communiste, mais on ne veut pas être pauvre. Donc pour ça, il va moderniser le pays et s'inscrire en rupture avec l'œuvre du dictateur chinois Mao Tse-tung, qui est un communiste pur, et puis ses successeurs, ceux qu'on appelle Lin Biao et la bande des quatre. D'accord ? Donc voilà ce qu'il veut faire, c'est le programme des 4 modernisations. Donc moderniser l'industrie, l'agriculture, tout ce qui est recherche scientifique et technologique, et la défense, c'est-à-dire moderniser l'armée. Et donc progressivement, il dit qu'il faut sortir de l'isolationnisme, il faut s'ouvrir au monde. En dessous, il indique que la Chine a maintenant adopté une politique d'ouverture au monde dans un esprit de coopération internationale. Donc voilà, il faut adopter l'économie de marché en Chine, adopter une partie du capitalisme, il faut s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la mondialisation et au commerce international, faire venir les Occidentaux chez nous, hein, notamment les délocalisations dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on va se développer, qu'on va avoir de la croissance, qu'on va avoir notre PIB, nos richesses augmenter. D'accord ? Alors, pour les Chinois, on ne parle pas tout à fait de néolibéralisme. Il y a 2 expressions possibles. Le socialisme de marché ou le capitalisme d'État. Je répète, socialisme de marché ou capitalisme d'État. Parce que contrairement à Reagan, il y a encore, même en 2021, beaucoup d'entreprises publiques en Chine.
D'où un intermédiaire, c'est entre deux, c'est le capitalisme d'État ou le socialisme de marché. Ok? Voilà, je vais vous laisser la prochaine fois. Donc, on verra l'islamisme et la fin du communisme pour la deuxième partie des années 80. Merci pour votre écoute, prenez bien des notes et à bientôt.